Je vais pouvoir passer la parole à Lise qui va vous dérouler donc, notre travail qui a été fait en commun. Et c'est aussi un moment d'échange après. Donc si vous avez des observations, des questions, n'hésitez pas, on vous donnera la parole. Bonsoir à tous. Donc effectivement, l'objectif de la réunion de ce soir, c'est de vous montrer effectivement tout et la traduction réglementaire de ce document d'urbanisme. L'idée, c'est que à travers cette présentation, quand vous allez vous retrouver justement devant ce document, que vous soyez en capacité justement de le regarder, de savoir sans reprendre exactement tout ce qui a été dit, mais vraiment l'idée ici, c'est comment est-ce qu'on passe de 20 documents d'urbanisme, tous différents, certains étaient au règlement national d'urbanisme, certains en plan d'occupation des sols, et d'autres une carte communale, certains un plan local d'urbanisme, à un seul document d'urbanisme intercommunal. Comment est-ce qu'on fait cet exercice de 20 documents en un seul, sans, on va dire, annuler les spécificités communales. C'est un petit peu l'exercice du PLUI. Sur les grandes étapes, donc de 1 à 4, en gros, c'est vraiment la constitution du PLUI. Ensuite, on construit le projet d'aménagement et de développement durable, donc la feuille de route. Et c'est surtout à partir de ce document-là, donc le PADD, qu'on va venir décliner l'ensemble des éléments réglementaires. C'est-à-dire que si on a marqué quelque chose dans notre PADD, il y aura forcément sa traduction dans le document d'urbanisme. Et vous avez un outil, alors pour certains qui pourraient être nouveaux, donc avec l'acronyme d'OAP, c'est les orientations d'aménagement et de programmation. Donc dès qu'on pense projet, que ce soit de l'habitat, de l'économie, un secteur de projet, donc on pense tout de suite à l'outil orientation d'aménagement et de programmation. L'ensemble de ce document, il est soumis à une évaluation environnementale, c'est-à-dire l'ensemble des choix de votre projet d'aménagement, on va pouvoir soit éviter les incidences sur l'environnement, soit les réduire, soit les compenser. On a cette obligation-là, donc ça veut dire qu'à chaque étape de constitution du PLUI, on vient évaluer finalement l'incidence potentielle jusqu'à temps qu'il n'y ait pas d'incidence sur l'environnement. Donc tout ça, c'est une phase où on va avoir de la concertation et de la communication. Typiquement de la communication avec ce soir sur la réunion publique, par exemple. S'il y a eu des ateliers, différents échanges, on va être plutôt dans la concertation. Et seulement une fois qu'on a construit notre document d'urbanisme, une autre étape, c'est-à-dire qu'on va arrêter c'est le temps 1, et on va venir le soumettre aux personnes publiques associées. Donc il y a plein de personnes qui vont venir éplucher le document, voir son cadre légal, voir si on a bien respecté l'ensemble de la loi, des différentes règles sur votre territoire. Donc on peut avoir la chambre d'agriculture, on peut très bien avoir aussi les chambres consulaires aussi, et tout le monde vient émettre sur ce PLUI. Donc ça, c'est le premier temps de la consultation. Ça dure 3 mois. Ensuite, on lance l'enquête publique. Elle va durer 1 mois minimum. On y reviendra sur comment ça se passe. Et l'ensemble des avis émis sur votre PLUI est adjointe justement à cette enquête publique. C'est-à-dire que vous, quand vous venez consulter à ce moment-là le document d'urbanisme, vous avez l'ensemble du document, du diagnostic au PADD, aux OAP, au règlement, etc., plus les avis émis sur votre document d'urbanisme par les personnes extérieures. Suite à cette enquête publique, si vous venez émettre un avis, demander quelque chose, etc., on a une obligation d'analyser. Si on peut faire évoluer le document, on le fait évoluer. Si on ne peut pas, on continue la route du PLUI jusqu'à l'approbation du PLUI. Donc, on imagine sur le premier rond bleu, on a la carte de la France. Donc, on va voir le socle législatif et réglementaire. Donc là, c'est la loi Allure. On vous a parlé de la loi Grenelle. Il y en a eu 2. Et un petit peu plus dernièrement, la loi Climat-Résilience. Mais vous avez aussi des strates organisées avec d'autres échelles de territoire.
un versant par exemple, donc c'est ce qu'on va appeler le stage, le SAGE aussi, et un document cadre aussi, notamment sur la consommation et naturelle, donc le SRADET par exemple. À une échelle un peu infra, vous allez avoir par exemple, on est dans une partie du territoire du PNR des Causses du Quercy, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale du Pays Bourriant. Je vous les décline pas tous, mais en gros on a quand même un millefeuille réglementaire s'insérer à la fin. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre PLU, ça déjà qui a été respecté avant de traduire la règle à l'échelle de votre parcelle. L'exercice qu'on demande aussi dans un PLUI, c'est quoi? C'est finalement de construire aussi votre territoire, mais sous certaines conditions. On l'a vu, ce millefeuille aussi un petit peu administratif, qui donne déjà un cadre dans lequel on peut naviguer et proposer quelque chose. Mais en gros, c'est de se dire, bah voilà, j'observe les dynamiques passées et je propose un projet pour mon territoire. Si on observe une croissance, l'idée, c'est de ne pas être complètement avec celle-ci, mais justement de proposer, pas forcément une continuité, on peut augmenter. Mais en tout cas, ça va définir un besoin en logement, en équipement, en activité économique et, de manière induite, un besoin en foncier. Et donc, c'est cet équilibre-là qui est demandé dans le projet de PLUI. Là, on va se dire, bah, finalement, où, comment est-ce qu'on le fait? On a plusieurs options aussi pour réaliser un projet. On va le regarder un peu dans la présentation. Et aussi le fameux chiffre, le combien on accueille de population. Du coup, ça veut dire etc., etc. Mais l'idée, c'est de planifier, c'est de la planification. Donc, il y a forcément une incertitude, mais on propose une copie sous cette forme d'exercice. Comment est-ce qu'on passe finalement des enjeux au projet du territoire? Donc, la photographie du territoire, quand vous allez ouvrir le diagnostic, vous allez voir qu'il y a 4 axes qui ont été problématisés. On n'est pas sur une entrée thématique. Pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'on va commencer à agir sur le logement, bien évidemment, il y aura un impact sur l'emploi, sur le parcours résidentiel, sur la manière de se déplacer, sur la manière aussi d'avoir son impact sur l'environnement. Donc, bien évidemment, on a un diagnostic. Donc, l'idée, en titre, la Bourriane comme héritage, aussi cette échelle très particulière sur votre territoire, du jardin à l'étang, le fait d'être installé aussi à l'échelle de l'Aquitaine et de l'Occitanie, et l'intensité du lien social. Donc, c'est-à-dire que sur ces grands axes, on va venir les décliner à l'échelle du projet et ensuite de manière réglementaire. Donc là, je ne viens pas vous redécliner l'ensemble du projet d'aménagement, mais plutôt comment est-ce que ça a été constitué. Ici, sur 3 scénarios, 3 possibles sur votre territoire. Et ils ont fait des choix à travers ces 3 scénarios pour constituer finalement un 4e scénario. Donc ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'ateliers pour arriver finalement à on va dire un 4e projet, où là, l'axe 1, c'est de conforter les équilibres internes, c'est-à-dire votre armature d'organisation aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est de conforter, donc pas de la changer, pour avoir une communauté de communes au fonctionnement bénéfique à tous et une attractivité renouvelée. Ça veut dire quoi aussi en termes de chiffres? C'est qu'on attend dans le cadre du PLUI, en tout cas de traduction réglementaire, de quoi accueillir près de 700 à 900 habitants et une création de 500 à 630 logements à horizon 10 ans. L'axe 2, c'est de valoriser les ressources du développement local pour une communauté de communes et développement. Donc, retrouver cet équilibre. Et enfin, le 3e, révéler les richesses de Quercy-Bourriane, pour un territoire qui s'affirme et qui rayonne. Donc là, ici, c'est plutôt l'axe, des ressources et des richesses locales. Je ne vous représente pas ce PADD, mais il faut bien imaginer que derrière ces 3 grands axes, ces 3 grandes sémantiques, on a vraiment une déclinaison d'objectifs et d'actions. Et là, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on les traduit de manière réglementaire. Réglementaire. Et justement, quand vous allez vous présenter en enquête pour consulter le document, vous allez avoir à disposition plusieurs choses. Vous allez avoir à disposition le rapport de présentation. Ce rapport de présentation, il explique tous les choix qui ont été faits dans votre PLUI. C'est ce qui sert à justifier finalement l'ensemble du projet. C'est-à-dire que si vous vous demandez, mais en fait, pourquoi ils ont mis cette règle-là? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont écrit comme ça? La réponse, elle va se trouver dans ce document-là, le rapport de justification.
Vous allez avoir à disposition le PADD, donc ce projet d'aménagement et de développement durable. Donc lui, il vient décliner le projet, donc les 3 grands axes dans le détail. Et ensuite, vous avez 2 pièces à consulter, les orientations d'aménagement et de programmation. Donc j'insiste dessus, je vais le rabâcher toute la soirée, mais c'est vos secteurs de projet. Si on a du projet, on va aller voir aussi ce document-là. Et enfin, ce qu'on connaît un petit peu plus dans les documents d'urbanisme, c'est le règlement graphique, donc le fameux zonage, et le règlement écrit. Ça veut donc dire que quand vous déposez votre permis de construire, votre déclaration de travaux, toute autorisation d'urbanisme, et bien du coup, on vient voir que finalement, tout est écrit, règlement écrit et graphique, vous avez un regard de conformité, donc vous devez respecter en tout point ce qui est écrit ces 2 pièces-là, alors que les OAP, on va respecter dans l'esprit ce qui est inscrit dans les OAP. On fera une petite démonstration aussi tout à l'heure. On continue un petit peu sur l'organisation de ce document, mais c'est vraiment important que l'on puisse manier aussi l'ensemble de ces éléments-là. Le zonage, donc ce règlement graphique, on va avoir des zones, on va les décliner, elles sont agricoles, naturelles, urbaines ou à urbaniser. Et ça ne suffit pas forcément pour avoir un niveau de définition suffisant, donc on va y rajouter des prescriptions graphiques. Typiquement, un changement de destination pour un bâtiment, le fait de préserver du petit patrimoine, par exemple, on va venir l'étoiler. Donc en fait, on rajoute un niveau de définition réglementaire pour ne serait-ce que l'identifier ou préciser certains points. Ensuite, vous avez votre règlement écrit. Et en gros, il va se décliner en 3 grands chapitres. C'est quel type de construction je peux implanter? Est-ce que c'est de l'habitat? Est-ce que c'est de l'économie, par exemple? Ensuite, comment je l'insère? Quand j'insère ma construction, est-ce que c'est un peu à droite, un peu à gauche, un peu en retrait, la hauteur par exemple aussi. Et enfin, dernier point, c'est comment je raccorde mon habitation à l'ensemble des réseaux, enfin, si c'est une habitation, mais pareil pour l'économie, etc. Et on y ajoute enfin ces OAP. Donc vous allez en avoir de 2 types. Les OAP sectoriels. Donc comme son nom l'indique, site par site, vous allez avoir un petit schéma, quelques orientations à respecter si vous avez un projet à porter à cet endroit-là. Et les OAP thématiques. Et pareil, comme son nom l'indique, ça va plutôt suivre un thème. Et donc sur votre territoire, vous allez avoir une OAP qui préserve et améliore la trame verte et bleue. Donc il y aura plein aussi de micro-aménagements ou micro-orientations à prendre en compte dans le cadre de l'aménagement. Une qui va toucher d'abord le cœur d'agglomération et les entrées de ville, donc pour améliorer la qualité justement des entrées de ville et la mobilité. Ensuite, il y en a une, intégration et développement des énergies renouvelables. Pareil, de préconiser des solutions en termes d'intégration architecturale, par exemple, ou paysagère sur la question des énergies renouvelables. Et une dernière, c'est un accompagnement aussi à la densification. Donc là, ces OAP thématiques, comme son nom l'indique, ça va générer sur un espace beaucoup plus large qu'un seul site tout seul. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cadre de la trame verte et bleue, alors ok, le thème c'est OAP thématique trame verte. Aujourd'hui aussi, les PLUI, ils ont une nouvelle forme d'écriture, de règles. On ne va plus être sous la forme de vos anciens PLU, vos anciens documents d'urbanisme. Il y a cette question. Donc une écriture des règles, des illustrations aussi qui permettent aussi de rendre la communication un petit peu plus fluide en termes d'urbanisme. Et il faut aussi voir que c'est un outil de projet. Ce n'est pas un état des lieux de votre territoire. Le règlement écrit, c'est pour se dire, voilà, demain j'ai un projet, comment est-ce qu'il s'insère sur ce territoire? Et il y a toujours un objectif à une règle qui a été mise en place. Donc, elle est toujours inscrite dans votre projet d'aménagement, mais il y a toujours aussi un objectif recherché à travers la règle. Elle a presque autant de poids, voire plus, que la règle en elle-même. Ça évite justement de détourner les règles d'urbanisme et avoir des trucs un petit peu alambiqués. Et enfin, ce dernier point-là, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils pour venir avoir des spécificités et traduire des spécificités locales, je dirais même à l'échelle de la parcelle, comme on l'a vu tout à l'heure pour les prescriptions, pour le patrimoine par exemple. On va commencer à rentrer dans un niveau de détail. Donc, on ouvre notre document d'urbanisme, on ouvre notre plan de zonage. On va avoir 4 typologies de zones. Donc, la zone urbaine, la bâtie, il y a les réseaux, ils sont suffisants pour accepter aussi une densification. Donc, ils sont suffisants pour l'existant, mais aussi pour le futur. La zone à urbaniser, elle, par contre, elle n'est pas bâtie. Et par contre, elle peut être ouverte et constructible immédiatement
dès l'approbation de votre PLUI. Et sur toutes les zones AU, un petit dessin, un petit schéma, donc les fameuses OAP. La zone agricole, donc là, elle est clairement identifiée pour l'activité agricole. Zone N, donc ici là, sur une préservation et donc une constructibilité extrêmement limitée, puisque l'objectif de cette règle, c'est justement la préservation des espaces naturels. Tout à l'heure, je vous parlais justement des petites étoiles donc tout ce qu'on appelle prescription graphique. Demain, sur votre document d'urbanisme, vous allez le retrouver sous la forme, justement, par exemple, de certains milieux forestiers, un arbre isolé qui serait à protéger, notamment dans une zone urbaine, par exemple. Ça n'empêche pas le projet. Par contre, ça veut dire que si vous faites le projet, vous avez à condition de protéger, justement, cet arbre qui est recensé. Les murets, les haies et talus, pareil, le bâtiment remarquable, typiquement, on vient l'inscrire aussi au règlement graphique pour lui donner aussi une plus-value et de dire ça n'empêche pas le projet. Par contre, attention, là on est dans un cadre un petit peu différent, donc on rénove ou on réhabilite de manière un petit peu plus précise. On ne fait pas n'importe quoi dans le cadre d'une réhabilitation, par exemple. Du coup, pour venir un petit peu plus en détail sur les ça va être des zones qui sont définies en tant que U dans votre document. Elles vont être parties parce que chaque tissu est différent et donc bien évidemment il ne va pas y avoir les mêmes réglementations, les mêmes. Et donc on va venir décliner un petit peu plus en détail chacun des différents aménagés ou mieux protégés cette différenciation. On a un potentiel de logement qui est déjà. Et donc du coup, on a déjà près de la moitié des logements attendus, donc ça, on vient être précisément implantés donc, dans ces zones U et qui vont être, ça va être l'élément principal. Donc pour ce qui est des déclinaisons, nous avons la zone urbaine A. Donc celle-ci va être plus représentative des centres urbains qui ont des caractéristiques un petit peu plus patrimoniales. Et de représentative d'un tissu, ce qu'on va appeler dense. Donc généralement, c'est là où on va retrouver une mixité d'équipements. Donc il va y avoir du logement, de l'équipement, du commerce. Et donc, de préserver probablement cette mixité, de la développer si possible, mais également tout en préservant cette qualité patrimoniale que particulièrement à ce type de tissu. Il y a également la volonté donc, de permettre, donc, tout en l'encadrant, une densité, donc, notamment pour l'accueil de nouveaux logements, avec donc des logements à l'accueil de familles ou d'autres services et équipements sur le territoire. Il y a la zone UB, donc ça va être plus représentatif d'une zone en continu, donc de la zone A, et qui va plus accueillir la fonction de logement. Donc il y a des qui vont être un petit peu moins denses. On n'est pas non plus de l'habitat diffus comme il va pouvoir y avoir dans la zone UC. Donc la caractéristique de la zone UB, ça va être donc de faire un petit peu évoluer. Il va y avoir des réglementations au niveau des gabarits, des volumétries, pour qu'il y ait un petit peu et donc une volonté donc, de renforcer la zone résidentielle de votre territoire. Ça va être plus de conserver l'aspect rural de vos territoires, qui est une identité de vos territoires, et d'accompagner donc l'évolution avec des transitions entre les sur lesquelles ils vont souvent être liés. Il y a également donc des secteurs
au développement des activités de loisirs qui vont être représentées par une zone UL. Donc c'est de loisirs, de tourisme. Pour les équipements collectifs, ça va être la zone UE. Et pour tout ce qui va être les activités économiques, on va être sur de la zone UX. Donc en dehors de la zone U, les zones agricoles. Donc la zone A, qui va être représentée en petite couleur jaune sur vos documents graphiques. Que là, ça va être l'intérêt de protéger le caractère agricole de vos territoires, tout en permettant, bien évidemment, aux activités de se développer. Il y a des changements de destination qui vont être possibles sur ces territoires, faire évoluer. Donc du coup, les activités qui peuvent se développer sur ces territoires-là, ou même pouvoir apporter une vocation de logement sur une bâtisse qui a perdu sa fonction agricole. Donc voilà, vous voyez que la zone A est présentée en jaune, qu'il y a pour objectif donc, de préserver les exploitations existantes tout en donc, accueillant de nouveaux sièges d'exploitation et permettre une autre évolution, notamment grâce au changement de destination. Donc bien évidemment, dans nos documents de planification. Mais actuellement, donc, nous avons 839 changements de destination sur notre territoire qui apporteraient donc du naturel qui est représenté en tant que zone N. Donc celle-ci va être représentée par une couleur verte sur votre territoire. Donc celle-ci, comme dit précédemment, c'est le facteur environnemental, c'est le facteur paysager qui va être sur ce territoire. Et on va plutôt aller sur les naturels qui sont également un atout pour vos territoires. Deux déclinaisons qui va être la zone naturelle protégée. Donc là, c'est où il va y avoir de vrais enjeux hautes sur ces territoires et qu'il va vraiment falloir une précision supplémentaire dans la réglementation. Il y a à contrario la zone NA, donc naturelle agricole, qui va venir un petit peu plus en cohésion avec la zone agricole. Ça va être votre territoire. Il y a un enjeu paysager, mais il y a tout de même une activité agricole sur le territoire. Donc le but, ça va être de ne pas limiter l'activité agricole du territoire, tout en préservant l'aspect paysage sur cette zone-là. Et enfin, la dernière typologie de zone, c'est les fameuses zones à urbaniser. Donc ces zones à urbaniser, dès la création de votre PLUI, elles sont ouvertes à l'urbanisation, donc à leur constructibilité. Donc c'est une zone qui peut être vierge, mais qui peut être aussi des fois un petit peu l'un sans l'autre. On va vous trouver justement deux typologies de zones AU, celles dédiées davantage à l'habitat et les autres davantage dédiées à l'économie. Potentiellement aussi pour les équipements, par exemple, si besoin. Mais en gros, on a des réseaux qui vont être aussi et en capacité aussi de desservir la future zone, mais au droit de la zone, pas dans la zone. Donc, on ajoute à ces différentes zones ce fameux règlement écrit. On a fait différents. C'est un peu compliqué. On a fait différentes zones justement pour ajuster les règlements, enfin les règles qui sont associées à chacune de celles-ci. Comme l'a dit Nel tout à l'heure, on n'a pas le même objectif derrière toutes les zones. Certaines, elles ont une vocation à être un petit peu plus densifiées, d'autres un petit peu moins, d'autres pas de la même, parce que c'est en hauteur, sur les côtés, etc. Donc vous allez découvrir là, par contre, un règlement écrit qui va être avec une architecture vraiment différente. Donc il y a une première partie qui vous explique le règlement écrit.
Ensuite, vous avez des dispositions générales. Et ça va concerner vraiment l'ensemble des zones. Et enfin, des règles qui vont être justement distinctes d'une zone à une autre. Si je prends l'exemple des dispositions générales, par exemple, pour venir finalement desservir chaque zone, ça sera pareil d'une zone UA, UB ou UC, en termes de desserte d'assainissement, d'eau potable. Les reculs par rapport à la voie, les volumétries, elles vont être différentes d'une zone à une autre. On regarde dans notre zone U, AU, A et N, pour chacune des zones que Nel vous a présentées, venir dessiner, enfin en tout cas prévoir l'usage des sols et la destination des constructions. Je ne vous les décline pas toutes, mais en gros, il y a quand même 5 destinations, on va dire, majeures. On va avoir les habitations, les activités économiques, les exploitations agricoles, les commerces et activités de services et les équipements d'intérêt collectif. Tout ça est encore décliné avec 21 sous-destinations. Je ne vous les décline pas, comme je venais de vous le dire, mais en gros, ça permet de se dire, voilà, dans telle zone, je vais autoriser de la mixité fonctionnelle, donc je vais autoriser à la fois de l'habitation et du commerce, par exemple. Par contre, sur d'autres, par exemple un tissu pavillonnaire, on voudrait uniquement une vocation résidentielle, donc on va venir cocher uniquement la case habitation. Vraiment un exemple. Ensuite, une fois qu'on a dit ce qu'on voulait dans chaque zone, on va dire comment, quelle forme on veut dans ces zones-là. Donc on va venir décliner l'implantation et la volumétrie, donc par rapport à la voie, par rapport au fond de jardin, par rapport aux constructions les unes par rapport aux autres. Et un élément par rapport peut-être à des règlements un peu plus traditionnels, le traitement environnemental et paysager, justement, place non bâtie. C'est-à-dire que notre parcelle, elle n'a pas non plus vocation à recevoir une densification, on va dire, extrême. On sait qu'il y a aussi d'autres enjeux à l'échelle de notre parcelle. Par exemple, l'infiltration à la parcelle. Du coup, pour ça, on vient gérer l'espace libre et un nouvel outil qui s'appelle le coefficient de pleine terre. Je prends un exemple d'application pour le tissu ancien en zone UA. Comment est-ce que ça se présente? On a dit que c'était plutôt le tissu ancien. Là, si je regarde ce tableau-là, je vois que le petit V, c'est autorisé dans la zone UA, dans la zone UB, dans la zone UC, évidemment, puisqu'elle a vocation à être. Par contre, exploitation agricole et forestière, là, dans le tissu ancien, même un quartier pavillonnaire, ça a peut-être un peu moins de sens. Du coup, on ne va pas le... Le fameux nouvel outil. En fait, aujourd'hui, on vient gérer justement cette infiltration à la parcelle. Donc, ce qu'on demande, en tout cas par parcelle, pas le même coefficient de pleine terre d'une zone à une autre, mais il sera plus ou moins important, ce qui fait qu'on va venir gérer l'espace libre. Et on ne veut pas que cet espace libre, ce soit une nappe de bitume. On veut bien quand même laisser un peu de végétation, des espaces arborés, et justement de la pleine terre. En gros, qu'on puisse avoir de l'infiltration et de pouvoir planter aussi des choses dedans. Du coup, on a un petit coefficient, enfin pas petit, on a un coefficient de pleine terre qui va être qui est mis en place sur chacune des zones. Les OAP, donc ce nouvel outil, avoir les OAP thématiques. Donc on va les passer un petit peu en revue et voir comment ça fonctionne. Donc on a l'OAP thématique densification. C'est un peu comme une charte. En fait, aider en donnant des conseils en fonction des différents types de tissus. Bien. Donc, vos projets d'aménagement sur le territoire, s'il y en a, pour Je viens juste préciser quelque chose sur l'ensemble des OAP. Ici, il ne faut pas le prendre comme une obligation, mais comme tout ce qui va être inscrit dans votre pays. Un secteur de projet qui soit en extension, en densification, il n'y a pas une obligation à faire.
Là, si on prend par exemple l'OAP thématique densification, c'est si vous souhaitez demain diviser votre terrain, libre à vous, mais pas sous n'importe quelle condition. Du coup, l'OAP densification, elle vient vous dire, plutôt mettez-vous un petit peu plus à droite ou à gauche, parce que voilà, ça permet de garder un front bâti, par exemple, ou au contraire d'être un peu en retrait. Vous avez un petit peu l'ensemble des conseils qui sont inscrits ici, mais il n'y a pas une obligation de réalisation de ces éléments-là. Ensuite, sur les OAP sectorielles, donc là, c'est un petit peu différent, ça marche un petit peu différemment. Sachant que sur ces OAP sectorielles, on va vous demander une programmation. Le P de OAP, c'est programmation. Chaque secteur, vous allez avoir un programme qui est défini. Est-ce que c'est de l'habitat? Est-ce que c'est de l'activité économique? Est-ce que c'est de l'équipement? Ça, vous allez devoir le respecter, cette programmation. Ensuite, on va attendre de vous, dans ces secteurs de projet, les OAP, si demain ils étaient réalisés, une certaine densité minimale qui est attendue. Donc, par exemple, pour les centralités, on va attendre une moyenne entre 10 à 14 logements par hectare, alors que pour les autres villages, on est plutôt de 5 à 10. Et tout ça vient définir une programmation, en tout cas de logements dans le cas présent. Et j'insiste là-dessus aussi, c'est dans les orientations d'aménagement et de programmation, l'idée c'est de venir respecter dans l'esprit qui a été marqué. Donc c'est pour ça qu'on va parler de schéma, d'orientation d'aménagement et pas d'une esquisse, de quelque chose déjà d'opérationnel. Il y a aussi l'opérateur ou en tout cas le porteur du projet qui vient en tout cas dessiner aussi un peu à sa manière ce qu'il voit aussi sur le secteur de projet. Donc ça s'organise de cette manière-là. On a, on va dire, d'un côté la page un peu plus contextuelle qui rappelle un petit peu comment fonctionne le zonage, à quoi il faut faire attention en termes d'enjeux. Je ne sais pas si on a une forte topographie par exemple, on va attendre de l'opérateur effectivement ou de l'aménageur qu'il le prenne en compte. Et enfin, l'OAP va plutôt être de l'autre côté. Donc les petits textes, c'est de l'orientation, donc il faut le lire parce qu'il y a aussi des éléments de projet qui sont inscrits. Et une forme de schéma. Donc vous voyez bien, on ne voit pas les maisons. Par contre, vous avez une déclinaison en termes de densité de surface et des attendus en termes de voirie et un petit peu d'implantation ou d'espace à préserver. Ça ne marche pas du tout. On va essayer de faire l'exercice quand même. On va prendre ce cas ici. Mais voilà, si on le prend un petit peu dans le détail, donc on imagine qu'on a une très belle photo aérienne juste derrière ce schéma. Mais le premier point, c'est les principes d'accès de desserte. Ici, on le voit très très bien. On a un axe qui vient forcément depuis ici et qui vient desservir l'ensemble de la zone. Donc ça, c'est ce qui sera attendu par le porteur de projet. On va avoir la typologie de logement et l'insertion architecturale. Là, les petits ramages que vous avez, c'est pour dire c'est l'espace préférentiel d'implantation. On va attendre en termes d'aménagement que vous ne vous mettiez pas ici, mais bien dans ces espaces-là. On va avoir aussi des principes paysagers et environnementaux. Donc pareil, traitement des lisières, qui pourra être différent, planté ou non, ou laissé en pleine terre, ou de gestion des eaux pluviales par exemple. Et vous pouvez avoir aussi par OAP des éléments complémentaires. Donc j'insiste, on est vraiment à l'échelon de l'orientation d'aménagement. Et voir secteur par secteur. Donc voilà, on vous a passé un petit peu, je dirais, en revue les grands principes ou les grands outils qui sont utilisés et mobilisés pour traduire le projet d'aménagement. Maintenant, on va aussi passer un point qui est important, c'est comment est-ce que ça fonctionne, cette mise à disposition des documents et l'enquête publique, pour que vous soyez aussi en mesure de vous, de mettre un avis sur celui-ci et de participer en fait tout simplement au projet aussi pendant ce temps précis. Sur l'arrêt du PLUI, il y a le jour de l'arrêt, ce soir, elle va être notifiée, les différents échanges également. Mais tous les temps de concertation qui ont duré pendant le temps du PLUI, ils sont consignés dans le bilan de concertation. Et le jour de l'arrêt du document, annexé à la délibération, ce bilan de la concertation. Donc vous avez aussi accès à ce bilan de la concertation. Ensuite, l'ensemble du gros paquet de ce PLUI, qui est un petit peu un gros dossier, on l'envoie à l'ensemble des personnes publiques associées et aux communes. Elles ont ce même statut de personnes publiques associées. Elles émettent un avis sur le document d'urbanisme et elles ont 3 mois pour le faire. Ensuite, une fois que tout le monde a renvoyé son avis,
on va lancer donc l'enquête publique. Elle va durer 1 mois, mais ça c'est minimum. Si la commission d'enquête estime qu'il y a besoin de plus de temps, elle étendra à disposition l'ensemble des documents. Donc, ce que l'on vient de se présenter. Vous avez autant de temps que vous voulez aussi pour le consulter, en tout cas 1 mois minimum. Et l'ensemble des avis qui ont été émis sur le dossier. Donc, l'avis de l'autorité environnementale, par exemple, elle peut être intéressante à lire. Celle de la Chambre d'agriculture, celle de la DD, par exemple, de la Chambre de commerce et de l'industrie aussi, pourquoi pas. Et vous allez être reçu du coup par une commission d'enquête. Donc là, qui vous explique potentiellement si vous avez des questions, ou en tout cas qui va venir consigner ce que vous demandez dans le cadre de ce PLUI-là. Et à l'ensemble de ces demandes, du coup, nous on a un petit travail après en interne avec les élus, où justement on vient à l'ensemble des demandes, vraiment une par une, avec une obligation de réponse de la part de la collectivité. Ça ne veut pas dire qu'on suivra absolument ce qui est demandé, mais ça peut être une option. Mais en tout cas, si on ne suivait pas l'avis que vous aviez émis pendant le PLUI, vous en auriez la raison également. Donc, évoluer un petit peu le document d'urbanisme au regard des avis PPA et de l'enquête publique. Seulement après, on vise l'approbation. Et donc là, directement le jour de l'approbation, le lendemain, il est opposable. Et donc, l'ensemble des autorisations d'urbanisme seront analysées au regard de ce PLUI. Alors sur la... Faut éteindre pour que je puisse parler. Ça va être sympa. Il n'y a pas de règles très très précises. Par contre, la théorie, c'est que, je dirais, dès que vous allez l'approuver, le lendemain, vous pourriez le réviser. Ça, ce serait possible. Il y a assez peu de sens, ni peu de probabilité que ça se passe quand même, parce qu'il faut un petit peu de temps pour faire ce document. Donc, on ne se lance pas dedans tous les 4 matins non plus. Par contre, ce que vous parlez tout à l'heure, en cas d'évaluation environnementale, votre document d'urbanisme, il a des critères de suivi. Donc, en gros, entre ce qu'on a planifié pour dans 10 ans, parce que voilà, une de votre question aussi, c'était pour combien de temps finalement on planifie ce PLUI. Dans l'absolu, on essaye de se projeter à 10 ans. Bon, clairement, sur les 10 prochaines années, il ne va pas se passer exactement ce qu'on a prévu là. Mais justement, on a des critères de suivi. Et ça permet justement de se dire, tous les 2 ans, tous les 1 an, tous les 3 ans, c'est nous qui fixons justement ces temps là. Et justement, si on se dit, c'est plutôt OK, c'est ce qu'on avait prévu, du coup, pas besoin de modifier ni de réviser notre document. Par contre, je dis n'importe quoi volontairement, mais admettons, on a construit les 600 logements en 2 ans. Bon, clairement, il y aura des feux rouges sur les niveaux de critères de suivi de logement. Donc là, on vient réviser et modifier notre document. On ne va pas attendre 10 ans d'ajuster notre document d'urbanisme. Voilà. Et après, vous avez différentes modalités en fait, d'évolution de votre document. On n'est pas obligé de réviser. Réviser, ça veut dire repartir du projet d'aménagement, du diagnostic, etc. Il y a aussi la modification, typiquement pour quelques changements de destination, par exemple, ou pour un ajustement de règles aussi, parce qu'à 20, ça va aussi venir de manière plus récurrente que quand on avait 20 documents différents. Du coup, on peut faire évoluer, et ça prend beaucoup moins de temps aussi de le faire. Est-ce qu'un compte-rendu sera envoyé aux communes? Est-ce qu'un compte-rendu sera envoyé aux communes? Le support de présentation plus les questions, puisqu'on est enregistré en ce moment, en tout cas l'oral, sera disponible du coup sur le site de la collectivité, et ce sera transmis effectivement aux communes sans problème, avec le compte-rendu d'ailleurs. Oui. La question, madame, est peut-être redondante avec madame qui était là tout à l'heure. Terrains qui vont devenir non constructibles, est-ce qu'ils risquent dans 10 ans de redevenir constructibles? Que oui, peut-être que non. Je vous dis pourquoi. Clairement, en fait, on élabore un projet, donc c'est pas impossible. Mais là, typiquement, par exemple, la loi Allure, l'objectif de zéro artificialisation nette, il est venu se préciser en même temps qu'on faisait notre PLUI. Donc, je ne vais pas présager que demain, un terrain qui serait déclassé redeviendrait constructible, parce que la loi de demain, je ne la connais pas. Et on sait qu'on aime bien légiférer en France. Et donc, pourquoi pas? Peut-être que oui. Et même avec, je dirais, l'obligation du zéro artificialisation nette à 2050, ce serait tout à fait possible qu'un terrain devienne constructible aussi à terme avant 2050. Ça ne serait pas impossible. On remet en question en tout cas l'application de cette loi. Pourquoi mettre aujourd'hui en place
réduction de la consommation d'espace. Moi, je vais être tout à fait transparente, mais si on attendait que toutes les lois soient tout à fait écrites entre le moment où on annonce quelque chose et qu'elle est réellement opérationnelle, on ne ferait pas grand-chose. Déjà, ça, ce serait le premier point. Ensuite, sur ce qui vous a été annoncé, effectivement, quand on dit « on », c'est un passage au Sénat et un discours. Aujourd'hui, ce n'est pas la loi qui a été transformée ni écrite. Voilà. Et je mettrai quand même plein de guillemets, parce que la question nette, il est aux actualités, on entend beaucoup de choses. Et après, dans l'écriture, je dirais que les derniers décrets, ils viennent de sortir, alors 3 ans aussi qu'on attend justement la sortie de ces fameux décrets. Donc je dirais qu'on ne va pas attendre que la loi soit absolument écrite et bien écrite, telle que l'imagine le gouvernement, pour aménager le territoire. Parce que si on s'attend, effectivement, on risque de trop attendre et de ne pas faire grand-chose. Du coup, l'idée, c'est toujours de rester dans ce qui se dit. Et justement, c'est pour ça que le document d'urbanisme, il est soumis aux personnes publiques associées, c'est-à-dire qu'il va avoir un contrôle de légalité. On regarde s'il suit bien les textes de loi. Et si jamais ce n'était pas le cas, on révise la copie également. Je partage à moitié ce que vous dites. Si je regardais 10 ans en arrière ce que permettaient les documents d'urbanisme et ce qu'aujourd'hui on permet en termes d'agilité d'urbanisme, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Par contre, effectivement, sur le millefeuille administratif, je peux partager ce point de vue-là. Mais c'est un point de vue. Non, c'est moi, pardon. Oui, la question c'est comment techniquement les zones, sur la base de quelle carte? C'est un processus un petit peu long, mais c'est un petit peu tout ce que vous avez dit. Donc, on a effectivement à disposition beaucoup de données. Il y a beaucoup de data aujourd'hui qui existent pour le cadastre. Il est mis à jour plus ou moins régulièrement, mais en tous les cas, il est mis à disposition. Il est ouvert à tous. Ensuite, pour définir Les zones, le premier temps, c'est de définir ce qu'est une zone urbaine. Donc, c'est ce que vous a présenté. c'est ce qu'on vous a dit aussi tout à l'heure. Si je prends l'exemple de la zone urbaine, on va d'abord regarder ce que dit le code de l'urbanisme. Le code de l'urbanisme dit que c'est un espace déjà bâti, avec les réseaux suffisants pour desservir la zone et pour desservir le futur de cette zone-là. C'est-à-dire que si elle venait à être densifiée beaucoup, c'est vrai que les réseaux sont en capacité De le faire. Donc déjà, ça c'est l'étape numéro 1, ça permet de dire qu'est-ce qu'une zone urbaine. Donc ça, assez logiquement, évidemment, on se base sur le cadastre, sur aussi l'ancien document d'urbanisme qui nous dit aussi des choses, bien sûr, et évidemment beaucoup de terrain. Après, pour les zones urbaines, bon voilà, c'est assez évident. Par contre, qu'est-ce qui va faire qu'on va aller sur une zone UA, UB ou IC? Déjà, ça va être la forme urbaine, sachant que, je le répète, mais le PLUI, c'est voilà, le centre ancien, c'est que du bâti à alignement, c'est telle hauteur, etc. On pourra avoir aussi d'autres bâtiments qui ne sont pas à l'alignement, mais qui seront aussi dans cette zone UA. Donc en fait, ce qui va permettre de définir cette zone UA, c'est l'objectif qu'on s'en fait. Si l'objectif de la zone, c'est de préserver le patrimoine, de préserver la forme architecturale telle qu'elle est, alors on va mettre tout ce qu'on veut faire dans cette zone-là en zone UA. Zone UB, si on dit que c'est plutôt pour densifier, que c'est plutôt des formes pavillonnaires, qu'on veut voir que du résidentiel et pas d'économie, alors on va déclencher de la... Je dirais à urbaniser, parce que je pense que c'est aussi là le sens de votre question. Est-ce qu'on fait du terrain? On le fait en fait à plusieurs reprises. Il y a déjà sur le fait qu'on va recenser pas mal de potentiel avec les élus, se dire, voilà, la commune, c'est plutôt de se déplacer ici, ou plutôt d'urbaniser par là. Premier filtre, l'incidence environnementale de chacune de ces zones, qui va aider à prioriser et choisir aussi ces zones-là. Je dis n'importe quoi encore une fois, mais c'est à titre d'exemple sur la méthode. Si on est à côté d'une exploitation agricole, par exemple, et que ça vient impacter le développement à terme de l'activité agricole, là, la zone, elle perd des points. Si je suis en zone Natura 2000, je perds beaucoup de points. Et donc, c'est ça aussi qui permet de définir un peu la stratégie d'aménagement de la commune et de définir les zones. Bien évidemment, on fait du envoyé aux différents gestionnaires et qui nous dit des réseaux à terme de cette zone-là, en termes d'investissement aussi, que ce soit pour la commune ou pour le porteur de projets futurs. Et ça aussi, ça peut être un critère discriminant. S'il faut amener 4 millions d'euros pour desservir 2 logements, bien évidemment, la zone, elle perd des points. Donc voilà.
tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que l'eau et l'électricité. Je vais vous expliquer brièvement mon cas, comme peut-être beaucoup de gens ici. J'ai acheté un terrain il y a 42 ans. Pendant 30 ans, j'ai passé ma retraite ici, on est de la région parisienne. J'ai eu le certificat d'urbanisme pendant 30 ans. 30 ans, tous les ans, j'ai demandé mon CU. J'ai l'eau, l'électricité sur mon terrain, et j'ai 3000 mètres de terrain, entouré de 5 maisons. Ça fait 14 ans que je me bats avec la mairie parce que je n'arrive pas à faire revenir mon terrain à bâtir. C'est cas particulier parce que si vous êtes... Alors du coup, vous avez commencé en disant que vous n'étiez pas d'accord avec moi et du coup, potentiellement, pas de problème. Du coup, n'hésitez pas à venir à l'enquête publique pour faire valoir ce droit et du coup, ce ne sera pas le bureau d'études ou la collectivité qui vous répondra, mais une commission d'enquête. Du coup, comme ça, voilà, moi, on pourra faire recenser cette demande-là. Alors, à la commission d'enquête, vous allez localiser votre document, pardon, votre document. Vous allez localiser votre parcelle et votre demande avec le commissaire enquêteur. Donc, il vous montrera déjà où est votre terrain, dans quel zonage vous êtes, etc., etc. Il vous expliquera ce que vous avez le droit ou non de faire. Vous n'avez pas forcément nécessairement besoin d'apporter des documents. Vous pouvez tout simplement lui expliquer le projet que vous avez sur ce secteur-là. Il est obligé de le consigner et nous, on est obligé de vous répondre. Voilà. Sur lesquels on n'a pas passé assez de temps, je vous l'accorde. Du coup, on va y passer un peu de temps. La zone naturelle, effectivement, elle a 2 définitions et 2 capacités. La première, c'est effectivement de la préserver. Et c'est vraiment son objectif numéro 1. Je vous réponds ? Je vous réponds ? Voilà. Cette zone N, comme la zone agricole, il y a aussi des maisons qui sont déjà dessus. Il y a aussi des artisans qui sont dans cette zone-là. Et ils n'étaient pas en zone U avant, et ils ne le seront probablement pas demain. Ça ne leur empêche pas de vivre ni d'exister pendant le temps du PLUI. Je m'explique. Comme sur toutes les zones, il y a des règles qui sont associées derrière chaque zonage. Donc la première question, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais pour les habitations, ce qui va s'y passer, c'est que si vous habitez en zone agricole ou naturelle, c'est pas vous rasez la maison, vous partez et vous retournez à Paris. C'est pas du tout ça. C'est vous avez une capacité d'extension qui est définie. Et comme le demande le code de l'urbanisme, elle doit être limitée. Et donc, tout est dans le limité. Mais ce qui est prévu dans le document d'urbanisme, c'est plutôt une évolution de 30% du... Vous pouvez faire des annexes. Non, mais là, c'est sur les zones agricoles et naturelles, pour la question. Et donc, c'est pareil pour les zones agricoles. La différence avec la zone agricole, par exemple, c'est qu'on peut, par contre, comme c'est dédié aux agriculteurs, on peut aussi y mettre des exploitations agricoles nouvelles. Je finis aussi la réponse sur l'exceptionnalité, parce que c'était le premier angle de la demande. Effectivement, dans la zone N, caractère mesuré. Donc, c'est les fameuses SECAL, encore un acronyme, secteur de taille et de capacité d'accueil limité. Donc, effectivement, de manière exceptionnelle, on peut venir déclencher du droit à construire. C'est une option qu'offre le Code de l'urbanisme, qui y aura dans votre PLUI. Un exemple, un artisan isolé qui a besoin d'un nouveau hangar, d'une nouvelle construction, parce que pour développer son activité économique, il va rentrer justement dans l'exception qui peut être déclenchée en zone naturelle en termes de constructibilité. Et la limitation, elle va se faire en surface, enfin, de manière mathématique, en droit à construire. Ça va être de l'emprise, de la hauteur, des reculs, des coefficients de pleine terre. C'est comme ça qu'on va venir définir cette limitation. Mais ça va être déclenché dans votre PLUI, effectivement. Donc la mise à disposition des plans. Alors, il nous paraissait intéressant de vous proposer déjà la méthode pour comprendre comment est-ce qu'on aboutissait justement à ce document d'urbanisme. Alors peut-être que vous n'êtes pas venu pour ça, mais par exemple, typiquement, la question du coefficient de pleine terre, c'est pas une obligation, c'est pas dans toutes les communes de France, et justement, ça a été un choix politique d'aménagement qui a été mis en place. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir, par exemple, vous le présenter, et après que vous sachiez qu'il soit de 0,3 ou 0,4 selon une zone ou pas. Bon, on pouvait aussi faire ce pari-là. Effectivement, plutôt que de mettre des cartes, on a plutôt mis des photographies de votre territoire pour vous parler aussi un peu de chez vous. Et j'entends cette attente-là. C'est simplement qu'il est encore en construction. Parce qu'on s'est dit aussi que voilà, peut-être qu'avec les échanges d'aujourd'hui, typiquement, peut-être qu'il y aurait des attentes qui pourraient remonter aussi. Il y a encore de la concertation dans vos communes. Vous pouvez encore le faire. Et enfin, cette question-là, c'est cette mise à disposition.
Cette mise à disposition, elle est plutôt à faire dans le cadre, encore une fois, j'insiste, de cette commission d'enquête. Et vraiment, je vous invite vraiment à y aller pour vous positionner. Mais tant que le travail il est en cours, c'est compliqué de vous montrer des cartes qui sont complètement figées. Parce que vous allez me dire, en novembre, mon terrain était comme ça, mais 3 jours plus tard, enfin, je sais pas, 3 jours, mais 3 mois plus tard, il n'y est plus. Il y aura sûrement une bonne raison. Mais ça va clairement créer de l'incompréhension si on ne voit pas d'abord la méthode avant de savoir où est-ce qu'on va en termes de cartographie. Et j'entends cette attente-là, hein. Il n'y a pas de souci, mais ça va venir. A été fait, on l'a expliqué, hein, il y a des caractéristiques qui font que ce choix été fait par la commune, souvent proche de la zone urbaine. Et vous avez aussi compris que ces zones-là, elles étaient très limitées et j'ai envie de dire largement impactées et limitées. Donc le choix des communes était aussi de choisir des terrains qui allaient bouger et qui allaient devenir pas on avait si peu de terrain, de faire de la rétention foncière pour prévoir de la construction, parce que c'est ce qui était fait auparavant, la plupart du temps. Il y en a qui disaient qu'il y avait des terrains depuis 20, 30 ans qui n'ont pas bougé. Le but étant de ne pas justement prendre ces terrains, de prendre et de cibler les terrains qui pouvaient évoluer vers la construction. Je voulais rajouter. C'est aussi le but de ces OAP. Voilà. On se retrouve chez une commune avec un petit hectare de constructible sur 10 ans, donc pouvoir évoluer. Le PMU, pardon. Ils n'ont pas besoin, ils sont de construire à l'heure actuelle, il peut être toujours construit. Voilà. Parce que jusqu'à présent, j'avais un PLU qui me coûte très cher, parce que je paye 500 € d'impôt foncier alors qu'il n'est pas construit. Donc je vais le construire. Donc vous voyez que c'est quand même complexe. On y travaille depuis déjà 2 ans à peu près avec le Scott. C'est des réunions qui durent parfois, où on n'est pas tout d'accord aussi. Mais bon, je pense que pour notre territoire, c'est quand même essentiel. Je voulais vous parler, on vous a parlé tout à l'heure de l'OPA, c'est Stéphane qui en a parlé. Vous avez des personnes qui ont été embauchées à la communauté de communes pour vous aider à monter votre, si vous êtes à isoler, que vous soyez soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Donc vous avez à disposition une personne. Ce qu'il faut faire attention, c'est au démarchage. Cette personne, vous l'avez sur la lettre, si vous avez reçu la lettre de la communauté de communes, vous avez son nom avec son numéro. C'est une personne qui peut passer, il s'appelle Raymond. Après, de démarchage, on en voit tous les jours. J'ai encore été appelée. Donc faites bien attention de ne pas vous faire avoir. Si vous avez un doute, vous appelez la communauté de communes. Ça, je voulais vous prévenir là-dessus. Okay. Non, non. Ah, ben, on l'a reçu, c'est pour ça. Ah, ben, voilà. Mais le document, ouais, vous allez avoir un document. Je voulais remercier aussi Karine qui travaille sur ce dossier activement. Heureusement qu'on l'a, parce que franchement, elle nous aide beaucoup et je voulais remercier. Merci à vous d'être venu, de pouvoir échanger sur ce projet. Pour nous, c'est toujours constructif. Je reste toujours à votre disposition et je crois que messieurs, madame les maires, vous avez des questions. Voilà. Je vous souhaite un bon retour, une bonne soirée et à très bientôt.